aujourd'hui, je suis avec Falon Yepmo, qui est coach, femme d'affaires, entrepreneur et investisseur. Elle nous vient tout droit de Yaoundé et nous l'accueillons sur le plateau de MC Business TV pour l'émission MC Talk. Bonjour Falon. Bonjour Marc. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Très jolie. Merci. Femme entrepreneur qui sait prendre soin d'elle. Oui, c'est le must de toute Alors, personne. Falon, tu es femme d'affaires, Oui. femme entrepreneur et investisseur aussi. Oui. Tu es la créatrice de la société De Summitcom. Summitcom. Est-ce que tu peux nous parler un peu de qui est-ce que tu es, comment est-ce que tu as commencé les affaires? D'accord. Alors, merci de me recevoir sur ce plateau. Je suis Falon Yepmo, entrepreneur et la fondatrice de Summitcom. Je suis culture designer. Dans mon équipe et moi, nous sommes des culture designers. C'est quoi culture designer? On se charge de bâtir les entrepreneurs et leurs sociétés. Parce qu'on s'est rendu compte, si je parle de mon histoire, je parle des frustrations en tant qu'employé. En Afrique, particulièrement au Cameroun, les patrons camerounais confondent la société et le quartier. On est d'accord, non? Parce qu'ils n'ont pas ce mindset-là qu'il faut pour bâtir. Et on s'est rendu compte que beaucoup de salariés viennent pour être des pointeurs de cases, pour avoir un salaire. Une matin à 7h30 pointée, et elle est à 17h pour avoir un salaire. Mais ils n'épousent pas la vision de l'entrepreneur. Ils n'imposent pas. Et pour moi, je dis même l'employé est un entrepreneur. Un bon employé est un entrepreneur. Parce que pour être bon employé, il faut bon, c'est B, c'est bienveillant, O, c'est organisé, et N, c'est novateur. Un employé qui intègre la vision du promoteur de l'entreprise, c'est un actif, c'est un avantage concurrentiel parce que de nos jours, on constate tous que toute société se bat pour avoir les meilleurs produits. Exactement. Toute société se bat pour avoir les meilleurs services. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va se faire que vous vous démarquez des autres? C'est l'équipe que vous avez. Exactement. Et beaucoup de promoteurs se battent à avoir des plans stratégiques de ouf. Ils vont payer des millions de ouf, mais ils ne se rassurent pas que les employés qu'ils ont, les partenaires qu'ils ont dans leur société, si, est-ce qu'ils comprennent où ils vont? Est-ce qu'ils ont épousé la vision? Est-ce qu'ils sont convaincus même du produit qu'ils vendent? Parce que j'ai rencontré des banquiers, par exemple, qui ne connaissent pas tous les produits qu'ils vendent dans leur société. Et comment ta société intervient face à cette problématique? Bon, ça dépend. On intervient en deux volets. Le premier volet, le plus souvent, c'est les patrons d'entreprise qu'on accompagne d'abord parce que, en toute humilité, il faudrait qu'on reconnaisse qu'ils ont beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes. Parce que souvent, le point, quand on nous appelle ou quand on m'appelle et que j'interviens en dernière date, un patron m'a dit vraiment, Falon, il faut tous les virer. Une équipe de 30 employés. Je lui ai dit non. Je ferai le diagnostic sans toi. Et du diagnostic, les gars ont fait un résultat de 75%. Le problème également venait d'en haut. D'accord. Alors, Falon, tu accompagnes les chefs d'entreprise, tu accompagnes les entreprises avec leurs employés. Et ça fait combien de temps que tu travailles dans ce domaine? Ça fait 5 ans. Wow. Nous sommes à ma 5e année aujourd'hui au Cameroun et dans l'Afrique centrale. D'accord. Donc, et nous comptons nous étendre dans toute l'Afrique francophone. Et quel est ton ressenti? Parce que je sais que en Afrique, très souvent, les gens se disent que lorsque j'ai déjà créé une entreprise, j'ai fait le gros du boulot. C'est pas moi qui dois être formé, c'est peut-être les employés qui doivent fournir plus d'efforts. Les gens aiment beaucoup la posture de patron. Comment est-ce que tu fais face à cette réalité-là dans ton travail? L'avantage que nous avons déjà, ou alors que moi j'ai quand j'interviens, c'est de maîtriser la personnalité. Très bien. Parce que celui qui a une personnalité de colérique ou de flegmatique n'aura pas la même approche que celui qui est assez calme, par exemple. Moi, je suis colérique de ma personnalité et sanguin. Donc, on n'aura pas la même approche quand on a un patron sanguin, un patron colérique ou flegmatique. En aucun diront des bleus ou des jaunes ou des verts ou des rouges en termes de personnalité. Et un manager, un bon manager, sa première caractéristique doit être l'humilité. Parce que je dis en tout temps, en tout lieu, on a toujours quelque chose à apprendre de tout le monde. Même à la maison, de nos enfants, de nos collaborateurs, il y a toujours quelque chose à apprendre. Bon, maintenant, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a la façon de communiquer. Exactement. Parce que ce qu'on dit, ça compte juste pour 7%. Maintenant, le rythme, la tonalité, la voix, même la façon de faire des reproches, c'est 38%. Et maintenant, dans le non-verbal, parce qu'il y a des patrons qui peuvent te sanctionner, ils sont froids, ils sont calmes, mais le message passe.
Mais en Afrique, c'est des insultes. Comment voudrez-vous insulter, mépriser, chiffonner vos employés qui se battent jour et nuit pour vous et attendent le résultat? C'est impossible. Là. Ils seront juste des cocheurs de cases. Ils viendront parce qu'à la fin, ils vont vouloir avoir un salaire. Donc, j'invite honnêtement tous les employés à prendre une pause et se poser les bonnes questions. Est-ce que la ligne de mire dont je me suis fixée, est-ce que je suis en droit de ligne? Est-ce que mes employés qui sont mes partenaires, parce que je dis c'est de inside, de outside. Donc, vous ne pouvez pas vendre un produit quand ceux qui vous accompagnent même s'en foutent de vous, ils sont juste là pour avoir... Alors, Fallon, en te suivant régulièrement, il y a l'un des messages qui m'a beaucoup marqué, que tu aimes souvent passer auprès des chefs d'entreprise, qui concerne la culture d'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Parce que sur cette chaîne, c'est la chaîne des entrepreneurs, il y en a beaucoup parmi eux. Et je sais que tu partages énormément sur la culture d'entreprise. Comment est-ce que ça peut les aider? Alors, la culture d'entreprise intervient en 3 volets. Le premier, c'est l'environnement de travail. C'est le climat social. Je suis passée dans tes bureaux, ils sont très beaux d'ailleurs. Tu as pris la peine d'investir dans la qualité de tes bureaux pour que toute personne qui vienne puisse s'identifier à Mad Karim ou à MC Group. Parce que la culture d'entreprise, retenez-le bien, permet d'attirer et de garder les talents. Il y a beaucoup de tes confrères ou de tes concurrents qui aujourd'hui, tu es pionnière dans ce sens en Afrique, qui ont vu ce que tu as fait et qui ont copié. Exactement. Tu as remarqué ça, hein? Oui. Mais la touche que tu as mise, quand on entre chez toi, c'est convivial. On se croit chez soi. Toutes les pièces que j'ai pu visiter sont ouf. Alors, ne serait-ce que pour ça, une personne lambda va dire non, je vais m'identifier à MC Group, où leurs bureaux sont jolis. De telle sorte, même si un concurrent vient pour le coopter, l'ambiance, et tu as un management participatif. Oui. J'ai pu t'observer avec tes collaborateurs, ce n'est pas le management à la dictature. Or, beaucoup d'Africains, comme il a investi, comme il te paye, tu vas marcher comme il veut. Mais je dis souvent, ça sert à quoi de recruter des gars talentueux si vous ne pouvez pas les laisser s'exprimer? Or, quand on arrive dans ta maison, je vais parce que l'entreprise, c'est d'abord la famille, le management, il est assez participatif et tout ton personnel est à l'aise. Ils sont assez calmes, c'est décontracté et vous êtes productifs. Et chacun se donne. Dans la culture d'entreprise, en plus d'attirer et de garder les talents, il faudrait que le climat social, parce qu'on a des patrons qui sont tellement accessibles et qui laissent tout le monde leur dire n'importe quoi. Si vous prenez des managers pour les mettre à leur place, respectez le statut que vous leur donnez. Respectez la place et permettez-les de se développer, de commettre leurs erreurs et d'apprendre derrière ces erreurs. Parce qu'il est difficile pour un patron africain d'investir et de savoir qu'il a perdu. Parce qu'un employé a fait l'erreur, elle est humaine. Travail, oui. Maintenant, il y a la façon de sévir. Il y a la façon, et dans Culture Design, maintenant, on aménage les équipements, des bureaux, des gadgets, tout ce qui ressort la communication, le personal branding. C'est où intervient la culture design, la culture, même l'essence, parce que chaque personnalité, chaque société a son ADN qui est différent. On peut faire la même chose, mais c'est notre culture qui va nous différencier de nos concurrents Y ou de nos concurrents Z. Exactement. Est-ce que, moi, tu sais, les chiffres m'intéressent beaucoup. Est-ce que tu penses que la culture d'entreprise peut avoir un incident ou un impact sur le chiffre d'affaires d'une entreprise? Je suis toujours très amusée lorsqu'on me pose cette question avant de signer des contrats. C'est un indicateur clé de performance. Les Occidentaux, les Anglo-Saxons l'ont compris. C'est un indicateur clé de performance. Je m'explique. Les sociétés, peu importe la taille, moyenne, grande ou petite, qui n'ont pas la culture d'entreprise, ont un taux de turnover élevé. Les employés viennent, ils partent. Les employés viennent, ils partent. Et quand une entreprise n'arrive pas à garder ses talents, elle perd en temps. Parce que le temps que le nouvel employé vient pour pouvoir apprendre, c'est un temps où tu devrais déjà fructifier. Je crois que ça dure 8 mois pour que l'employé puisse comprendre la vision de l'entreprise, l'imprégner. 8 mois, 1 an. Voilà, 8 mois, 1 an, c'est assez long. Hein? Donc, vous perdez en temps, vous perdez en argent. Parce que c'est un commercial, il part avec tous ses clients. Il part avec toutes les stratégies et c'est vous qui perdez. Vous pensez qu'en le changeant, c'est le gros problème qu'on a en Afrique, au lieu de changer ce qu'il y a dans les têtes,
Les patrons passent le temps à changer les têtes, à remplacer les employés. C'est une grosse erreur. Je me dis aujourd'hui, arrêtons-nous un temps soit peu et posons-nous les bonnes questions. On perd en temps, on perd en argent, on perd en relation. Parce qu'un gars qui est bon, qui est calé, il part avec toute ta clientèle. Et un client qui est satisfait vaut mieux que 10 qui viennent aujourd'hui et qui partent. Et ton premier client, c'est ton employé. Il ne peut pas vendre ton produit mieux que celui qui est à l'extérieur. Or, lorsqu'il a épousé la culture d'entreprise, il va mettre les statuts partout. Il sera fier, même chez lui, partout il va, de parler de ta société. Et c'est un gain. Et par effet de synergie, si 1, 2, 3, 4, 5, 10 employés, 50 font la même chose, mais c'est un gain pour toi, sur le long terme comme sur le court terme. Et ton entreprise devient pérenne. Et ça permettra que ceux qui sont à l'extérieur voudront venir pour dire non, il faut que j'en danse. Regarde par exemple Google. Ils ont des bureaux de ouf. De plus en plus, aujourd'hui, les gens se battent pour améliorer leur bureau, pour former le personnel. Combien mettez-vous par an pour former votre personnel et vous former vous-même? Parce que vous êtes la tête pensante du projet. Ça ne sert à rien de faire des grands plans stratégiques, de chercher de grands cabinets, si vous ne pouvez pas savoir que la stratégie, ce sont vos employés qui la font, ce n'est pas vous. Le papier, c'est une chose. Et s'ils n'ont pas compris, s'ils n'ont pas intégré, s'ils n'ont pas été convaincus, ça ne sera qu'un projet stratégique. Et vous n'allez pas pouvoir Mais avoir tu sais, Fallon, lorsqu'on t'entend parler, on a l'impression que tes clients, ce sont les grosses entreprises avec des chiffres d'affaires de milliards. Cependant, ceux qui vont nous écouter, ce sont aussi des jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses que la culture d'entreprise s'adresse aussi à ces jeunes qui peut-être n'ont pas encore des milliards, mais veulent réussir en affaires? Merci Marthe. La culture d'entreprise, c'est pour tout le monde. On a des forfaits pour grandes entreprises, moyennes entreprises et pour les PME. Nous également, on est en train de faire notre chemin. Il est de notre devoir en tant qu'Africains d'accompagner nos confrères qui se lancent dans l'investissement, dans l'entrepreneuriat et même les employés, on les forme. Parce qu'un bon employé a un plan de croissance, il a un plan de carrière. Beaucoup d'employés vont vouloir, parce que pour moi, un employé c'est un entrepreneur, comme je l'ai dit, un bon employé est un entrepreneur. Exactement. Parce que pour celui qui, par exemple... Mais s'il te plaît, je suis sûre qu'il y en a qui vont se demander pourquoi est-ce qu'elle dit ça. Pourquoi tu dis qu'un bon employé, c'est un entrepreneur? Juste une petite parenthèse. Un bon employé est un entrepreneur parce que, quand je dis bon, B, c'est bienveillant. Quelqu'un qui est bienveillant, il maîtrise l'environnement dans lequel il se trouve. Il se rassure qu'en abscisse, en ordonnée, il a toutes les cartes devant lui. Quelqu'un qui est bienveillant, il anticipe. Il n'a pas besoin que le patron dise « fais ci, fais ça, ne fais pas ci ». Il propose, il réfléchit et il se bat pour apporter des innovations. Exactement. Il est organisé. Il sait par exemple, si mon patron doit être à tel endroit, moi je peux gagner en faisant ci. Si mon collaborateur a des lacunes à tel niveau, en toute humilité, je peux lui dire non, tu fais mal et lui apporter mon appui sans toutefois vouloir toujours ravir la vedette. Et quelqu'un qui est un bon employé, il se construit d'abord lui-même. Parce que tout acte qu'on pose, les gens nous observent. Et on ne sait pas qui peut venir nous dénicher où on se trouve pour nous amener plus haut parce qu'on a juste eu une bonne attitude. Parce que ton altitude dépend de tes aptitudes et de tes attitudes. Donc, un bon employé est un entrepreneur. Exactement. Donc, pour pouvoir gérer ta chose demain, il faut bien gérer pour celui chez qui tu te trouves aujourd'hui. Et par effet de magnétisme, tu vas attirer à toi les gens qui sont comme toi. Donc, il faut forcément travailler sur soi. Très bien. Alors, ils ont bien compris. Alors, dis-nous encore, si la culture d'entreprise, tu es en train d'expliquer, est importante également pour les jeunes entrepreneurs, et comment est-ce que ces jeunes entrepreneurs peuvent profiter de tes services? La filiale du Cameroun, nous sommes à Yaoundé, à Montiane Rouge. Vous verrez sur le lien d'inscription nos contacts et où nous retrouver. La première chose à faire, c'est de venir en consultation avec votre société. On prendra le temps de vous écouter. Pour l'offre de fin d'année, on va vous offrir 10 formations, alors 10 coachings d'accompagnement gratuit, de consultation pour ceux qui viendront et ensemble, on pourra voir comment vous accompagner. En plus, chaque entreprise a son ADN. Chaque entreprise est différente. Et je dis toujours, peu importe que tu aies 10 000 francs ou que tu aies 1 milliard, tout dépend de ton mindset, tout dépend de ta vision. Parce que pour impacter les autres, il faut se connaître et se reconnaître. Parce qu'on va dire, X a fait ci, mais si tu ne te reconnais pas dedans, il faut avoir beaucoup d'humilité pour connaître quels sont ses arts et ses qualités et travailler d'abord sur soi.
Pour vendre ta vision à quelqu'un, pour vendre ton projet à quelqu'un, il faudrait qu'il te fasse confiance. Il faudrait qu'il adhère à qui tu es. Et avoir des millions bâtis en communication, si à l'intérieur, il n'y a pas cette cohésion, il n'y a pas cette synergie, la culture d'entreprise n'est pas intégrée, ça ne sera pas pérenne. Et on passera le temps à gaspiller de l'argent sans avoir des... Ou alors commencer un projet aujourd'hui, le laisser abandonner et continuer. Alors, Fallon, j'ai une question. Est-ce que tu penses qu'une entreprise qui est créée en Afrique a des chances de devenir une multinationale plus tard? C'est pour ça qu'on nous appelle des culture designers, parce qu'on adopte la culture d'entreprise à chaque entreprise sur mesure. Et on donne les techniques, les outils pour permettre à ces David, qui sont des jeunes entreprises, à pouvoir faire face à des Goliaths, qui sont ces grosses multinationales. Tout ça, c'est le plan, c'est la vision. Où est-ce que tu veux aller? Il y a donc des outils, des techniques, des stratégies, tant sur le plan de la qualité du travail, de l'environnement, la communication, sur le branding du personnel de la société, qui permettent que petit à petit, vous construisez votre marque. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces jeunes qui veulent faire tout ce que tu es en train de dire, mais qui n'ont pas assez d'argent et qui se disent, parce que mes moyens financiers sont limités, je ne peux pas rêver aussi grand que ce que Fallon est en train d'expliquer aujourd'hui? Ce que la vie m'a appris à la dure, nous sommes notre seule limite. Donc, je recommande de ne pas cesser de rêver. Une fois qu'on a mis son rêve en place, il faut s'asseoir avec soi-même, se poser les bonnes questions. Parce qu'on a toujours tendance à vouloir faire le projet de l'autre. Parce que X a fait, je vais aller faire. Et c'est un obstacle. Je le dis pourquoi. Celui, par exemple, dans notre société, on a l'habitude de voir heures supplémentaires. On ajoute des heures supplémentaires aux heures de travail. Ça fait quoi? Effet d'addition. L'effet d'addition n'est pas important en affaires. En affaires, c'est la multiplication. Donc, il faut que tu saches ce qui marche pour toi. Parce que ce qui marche pour X n'est pas forcément ce qui marche pour Y. Et une fois ça, assieds-toi avec ta vision et cherche des partenaires, peu importe leur niveau, qui vont intégrer, à qui tu pourras mieux vendre d'abord ta vision. Et pour les vendre, il faut te vendre d'abord toi-même. Est-ce que tu es une bonne personne? Est-ce que tu as les caractères, les attitudes qui pourront faire que les gens, aussi non-aiment que tu sois, puissent s'intéresser à ton projet? Aussi non-aime que tu sois, tu puisses avoir des amis qui ont des compétences de l'école, avec qui on se mettra ensemble, on pourra produire quelque chose. Et regardez autour de vous, c'est votre environnement clé. Battez-vous pour vous démarquer de ceux qui sont proches de vous. Et mais ainsi, tu sais, Fallon, tu parles tellement bien, on a envie de t'écouter toute la journée, mais j'ai une question pour toi. Comment est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu as eu besoin des financements pour te lancer en affaires? Et comment tu as fait pour trouver ces financements? Au départ, j'avais un rêve que je voulais réaliser par contre de mes frustrations quand j'étais employée. Donc, je travaillais dans une société et j'étais également commerçante. Donc, le matin, j'allais travailler et je mettais en place un système qui annulait ma présence, de sorte que mes produits soient vendus sans que je ne sois là. D'ailleurs, j'ai un prêt-à-porter aussi à Yaoundé. J'ai tout vendu, même dans la restauration, j'ai fait la restauration. D'ailleurs, on en fait toujours sur commande et dans des marchés. Et plus jeune, ma maman nous a inculqué le commerce. Moi, je n'aimais pas vendre. On avait des plantations. Elle disait, tu vas aller vendre le maïs au marché. Je me dis, comment ça, je vais vendre le maïs au marché? Elle me dit, c'est pas à négocier de toute façon. Et sortant d'une grande école. Oui, par la grâce de Dieu, on a eu la grâce de faire de grandes écoles. Et dans le grand collège, on était dit, tu vas aller vendre. Je dis, mais mes amis vont me voir vendre le maïs au marché. Comment? Elle me dit, ton point de vue ne compte pas. Soit tu vas à l'école, soit tu vas au marché, tu vends, soit à la rentrée, on ne te paye pas l'école. Waouh. Et là, tu avais quel âge? 15 ans. Waouh, ok. 15 ans, 16 ans. Donc, le matin, le chauffeur allait me laisser au marché. On m'installait avec ma cuvette de maïs. Waouh. Ça coûtait à l'époque, je crois, c'était 9 500, je ne sais plus. Et avec des tasses. Tu devais dire 100 francs. Donc, quand les gens passent, tu dois te lever pour dire 100 francs, assaut. Je disais à ma mère. Et elle se rassurait à ses pauses. Elle venait au marché à midi pour se rassurer que je vendais également. Bon, moi, comme j'aimais avoir l'argent, parce que j'allais manger le soya qui passait, bon, j'ai commencé à m'habituer. Et après, on voit avec les conteneurs, elle dit qu'on vend des parapluies sur la tête, marcher dans la ville. Je dis non, mais je ne peux pas. Elle dit, c'est pas à négocier. Mais ça t'a formé. Oui. Et je lui dis aujourd'hui merci parce que c'est ça qui a développé en moi cette essence du commerce. Oui. Aujourd'hui, pour être riche, il faut vendre. Oui, exactement. Marthe est la présidente des millionnaires. Il faut vendre. Soit les services, soit un produit qui répond à un besoin. Et c'est comme ça que ça a développé en moi ce côté de tchatch là, de vendre.
côté relations clients, interpersonnelles. Et aujourd'hui, je suis à l'aise dans tout ce que je vends. Et j'inviterai toute personne à regarder ce qu'il peut vendre. On a toujours à vendre. Même toi, femme qui est à la maison. À chaque fois que ce que tu fais, tu le fais bien. Tu te distingues un tout petit peu de la normale. C'est ça. Donc voilà comment j'ai pu me constituer un capital. Avec mon commerce, avec le salaire que je gagnais, je faisais des tontines. Donc du coup, je vivais avec Tu as fait des tontines? Oui. Wow. Donc je vivais avec le strict minimum par mois pour mon carburant, peut-être manger, mes enfants. C'est tout ce que je dois. J'ai fait trop de privation aussi. Pour pouvoir arriver à ce niveau-ci. Donc, pour récapituler, pour pouvoir trouver ton financement, parce que bien entendu, tu avais besoin de financement, oui. Tu as vendu. Oui. Tu as vendu des choses. Tu t'es beaucoup privé. Oui. Voilà. Et ensuite, tu as investi dans ton activité qui, aujourd'hui, marche très bien. Wow. J'ai investi d'abord sur moi. Tu as investi sur toi. Comment ça? Parce que quand j'étais employée, quand je sors de l'école, je n'ai eu que des postes de cadre. OK. Et j'étais la pire patronne qu'on peut avoir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, tu comprends mieux cette problématique des patrons. Oui, parce que je trouvais mes patrons chiantes et chiants, mais je n'étais pas différente d'eux. Okay. Jusqu'au jour où un de mes employés est parti avec 3 millions, dont je l'ai envoyé recouvrer. On m'a fait payer ça. Wow. J'ai dit non, mais je ne peux pas payer ça, mais c'est où je me suis assise, là, il fallait que ça arrive, que je m'asseye avec moi-même. Me dis, est-ce que je suis un bon patron? Est-ce que je suis une belle personne? Est-ce que je peux accompagner les gens à arriver? Je ne l'étais pas. J'avais tous les titres, mais j'étais vide. Les gens ne s'identifiaient pas à moi. Mais je m'ai donné des ordres, j'aimais le poste, j'aimais le pouvoir, mais après, les résultats ont commencé à aller comme ça. À descendre. Jusqu'à ce que je m'asseye avec moi-même et j'ai eu l'humilité de demander à mes collaborateurs quels sont mes défauts. Waouh! Ce qu'on a dit de moi, c'était... Qu'est-ce qu'ils ont dit, par exemple? Tu es imbu de ta personnalité, tu es arrogante, tu penses que tu es arrivée, on dirait que c'est toi qui as la société, pourtant tu n'es même pas actionnaire. Redescends un peu sur terre, sois un peu au même piédestal que tout le monde. Et ça t'a fait réfléchir? Ça m'a fait pleurer. Réfléchir, non, pleurer. Parce que ma maman est mon contraire. Elle a d'une humilité sans précédent. Ça m'a fait pleurer, me dire waouh, donc c'est ce que les gens pensent véritablement de moi. À un moment, j'ai même regretté de leur donner l'opportunité de me dire ça. Oui. Mais après, on est allé au restaurant, je leur ai dit merci. Ça a été le jour où j'ai décidé de véritablement travailler sur moi. Okay. Et depuis ce jour, tous ceux qui m'ont eu comme collaborateur, comme chef, sont toujours très déçus quand je décide de partir. Parce que la première chose qu'on donne, c'est de nous-mêmes. Donc le premier investissement que j'ai commencé à faire, au-delà de garder de l'argent, c'est de travailler sur moi. C'était de m'améliorer, de changer ma façon de penser, d'accepter la critique, parce qu'on n'aime pas être critiqué. Mais de voir dans cette critique-là, qu'est-ce qui est bon pour moi, en quoi est-ce que je peux m'améliorer, pour mieux améliorer les autres. Comme je dis, pour pouvoir impacter les gens, il faut se connaître et se reconnaître. Et chaque jour, se dire que j'ai des choses à apprendre pour le monde. Mais tu sais, Fallon, j'ai une question, parce qu'en t'écoutant, on peut très bien comprendre à travers ton discours que avant de te lancer en affaires, tu avais une très bonne position professionnelle, un très bon rang social, mais tu as quand même claqué la porte pour te lancer en affaires. Pourquoi cette décision? J'ai claqué la porte parce que je venais de beaucoup de frustration en entreprise. Et parfois, j'avais mal. Je me souviens, mon dernier employeur, en pleine réunion, elle était sortie parce qu'une collaboratrice avait mal fait un service. Elle est sortie en pleine réunion et dit « Tu es capable de faire un service? Regardez-moi une bordel comme ça. » Oh, oui, une femme mariée, maman de 2 enfants. Et on l'insulte comme ça. Devant tout le personnel. Wow. Ou alors qu'elle arrive, mais Fallon, mais pourquoi tu laisses passer ça? Ils sont incompétents, il faut les virer. Mais après, comment quelqu'un qui n'est pas épanoui au travail va être productif? Il ne sera que pointeur de case. Et ça allait de discrimination. Et puis j'ai dit, il faut que ça change. Je pense que toute petite que je suis, je peux apporter mon plus à ces entrepreneurs pour avoir été moi-même mauvais entrepreneur, moi-même mauvais employeur. Et aujourd'hui, pour me placer aujourd'hui, c'est parce que je viens de quelque part. Très bien. Alors, Fallon, certainement, il y a plusieurs personnes qui se disent « Oh, elle, je veux l'écouter davantage, je veux la suivre, je veux travailler avec elle. »
où est-ce qu'on peut te retrouver, toutes les personnes qui veulent être en contact avec toi, ou peut-être travailler avec toi, peut-être t'inviter pour que tu viennes faire l'audit de leur entreprise et leur dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, multiplier leur chiffre d'affaires, améliorer les conditions de travail. Nous sommes au Cameroun, nous sommes à Montagne-Rouge, à Yaoundé, en face de BGFI Bank. Nos bureaux sont en face de BGFI Bank. Vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook de Summitcom à Fallon Yepmo et sur la page également YouTube de Fallon Yepmo de Summitcom. Merci beaucoup. Les contacts seront en bas sous la description de la vidéo. Alors, quel est ton mot de fin pour toutes ces personnes qui nous écoutent? Mon mot de fin que je pourrais dire à toute personne qui nous écoute aujourd'hui, c'est de s'arrêter à un moment et se poser les bonnes questions. Parce que parallèlement, on accompagne également les parents avec leurs enfants. Accompagnement spécialisé. Parfois, nous les parents, parfois nous les patrons, nous sommes le gros problème. Il faut beaucoup d'humilité pour s'asseoir avec soi-même et se poser les bonnes questions. De telle sorte que 2021 qui commence, qu'on commence dans un nouvel élan. Exactement. Et le premier changement, c'est nous. Le premier changement, c'est toi, c'est moi. N'attends pas que les autres changent, parce que les autres changeront d'avis quand toi, tu changeras de vie. Les autres trouveront que tu es quelqu'un d'agréable quand toi, tu auras fait le travail à l'intérieur. Je prends l'exemple du cancer. Le cancer tue à l'intérieur, c'est quand c'est en phase de terminale qu'on voit le rendu à l'extérieur. Ne soyons pas seulement des poupées ou des colis dorés, mais au fond, c'est la merde. Au fond, c'est la poubelle. Tout entrepreneur également qui me suit, tout employé même qui me suit, assieds-toi et bâtis-toi un plan de croissance personnelle, un plan de carrière et un plan pour ton business. Et sache que quand tu vas te développer, quand tu vas travailler sur toi, ce sera l'effet de multiplication dans ton chiffre d'affaires, dans tes relations interpersonnelles, dans ton réseau. J'allais oublier, le réseau est capital. On ne peut pas avancer seul. Tu as beau avoir de l'argent, tu as beau avoir le pouvoir, mais si tu n'as pas un bon comportement, si tu n'as pas la bonne attitude face à certains challenges ou situations, tu vas perdre. Si tu ne perds pas sur le court terme, par effet de levier, ce court terme va te faire perdre énormément d'argent, énormément de partenaires et tu te retrouves en train de recommencer. Donc nous sommes disposés à vous accompagner, chers entrepreneurs. Peu importe votre taille, ne soyez pas frustrés. J'ai aussi commencé tout bas pour pouvoir arriver où je suis en train d'arriver parce que je ne suis pas encore arrivée. Hein. On va au sommet. Oui, on va au sommet. La route est encore longue. Voilà, merci beaucoup Fallon d'être venue ici à Douala. Merci d'avoir choisi MC Business TV pour communiquer avec nous. Merci aussi pour tout ce que tu fais pour cette jeunesse africaine, pour la diaspora aussi, parce que tu travailles avec ceux qui sont du côté de l'Occident. Merci pour tes bons services que tu offres à tous ces entrepreneurs qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin de créer même des multinationales. On se retrouve certainement très bientôt, n'est-ce pas? Merci à toi, Marthe. Merci à toute l'équipe également. Fine, racée, inspirée des quatre coins du monde et les confectionner avec soin pour vous rendre à la fois singulière et plurielle. Elle vous distingue avec classe. Uriel Paris, la somme de toutes nos différences. Passez vos commandes dès maintenant